Et curieusement, on l'a retrouvé pendu le 31 à 10 heures, rien qu'avec une petite cravate. Et la porte ouverte, il ne laissait jamais d'appeler. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revaza Reporter. Jonas Moulenda a parlé de deux sujets dans sa dernière sortie, le présumé meurtre d'un haut gradé de l'armée gabonaise et l'une des plus grosses affaires de corruption présumée également au Gabon, l'affaire Webcor. Abonnez-vous, mettez un like et laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces deux thèmes. C'est parti. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je suis à vos côtés pour parler de deux sujets importants. Le premier concerne un assassinat maquillé en suicide. Les services secrets de ce pays procèdent à l'élimination physique de ceux qui sont détenteurs d'informations importantes. Et ils sont donc nombreux sur la liste des personnes à éliminer. Vous vous souvenez de Loïd Ntsiri? Loïd Ntsiri était justement le fils du colonel Ntsiri. Comme par hasard, le fils, on a maquillé son assassinat en suicide aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore des circonstances. On a prétendu qu'il était au volant de sa voiture, qu'il s'est fusillé et que le fusil, la balle a atteint le moteur et que le véhicule a pris feu. Ce qui est outrancièrement faux. Parce que lorsqu'on se suicide, le fusil est censé être soit de ce côté ou de ce côté, et la balle ne va pas atteindre le moteur pour provoquer un incendie. Donc, Loïd Ntsiri avait été retrouvé mort. L'enquête n'a pas abouti comme d'habitude. 2019, 2024, donc presque 5 ans, moins de 5 ans après, c'est son père, colonel retraité Jean-Hilaire Ntsiri, que vous voyez ici, qu'on retrouve mort chez lui. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema l'a fait venir au Gabon pour le nommer sénateur de la transition. Et puis, on va essayer de tester son degré de loyalisme. Donc, lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema entreprend une tournée dans la province du Haut-Ogooué, il met à rude preuve l'expérience du colonel Ntsiri pour voir si réellement il était pour lui. Et il nous colle des agents pour le surveiller de près. Et au sortir de là, on va lui faire des rapports que le colonel Ntsiri n'est pas avec vous, monsieur le président. La preuve, c'est qu'il était dans le Haut-Ogooué, il n'a pas fait grand-chose. Oubliez qu'il n'avait pas eu les moyens nécessaires pour travailler. Donc, au sortir de ce voyage de Franceville, Oligui est convaincu que le colonel Ntsiri n'est pas avec lui, que son fils qui était déjà proche de Félix Bongo et qu'ils ont fait éliminer en 2016 avec la mafia de Sylvia Bongo, il fallait absolument aussi, parce qu'il ne présentait pas de garantie de loyalisme, vu qu'il passait tout son temps en France pour venir voir ses enfants, il était déjà retraité, disais-je. Donc, il a scellé sa mort. Et comme naturellement dans la maison, c'est difficile d'éliminer quand il y a des gens, on va profiter donc de l'absence de sa femme qui se trouve en France en ce moment, d'après mes informations, pour planifier son assassinat. Et il était rentré d'ailleurs, quand il partait, à la fête, le 30 août, il a même dit à son gardien de préparer le bois pour la fête, parce que la fête du 31, il fallait continuer à organiser les cérémonies à la maison. Et curieusement, on l'a retrouvé pendu le 31 à 10 heures, rien qu'avec une petite cravate. Et la porte ouverte, il ne laissait jamais, d'après mes informations, il ne laissait jamais sa porte ouverte. Et quelqu'un qui était dans la maison aurait entendu le bruit sans en savoir plus. Donc là encore, on a attendu que sa femme, que son épouse, soit en France pour l'éliminer. Voilà l'une des dernières images avec son épouse, qui est en ce moment en France. Et on va écouter justement le témoignage de Madame Ntsiri qui nous explique ce qu'elle a appris de la mort de son mari. Je suis Madame Ntsiri. Je suis Madame Ntsiri. Je regrette vraiment la mort de mon époux. Je viens ici ce matin pour essayer de raconter parce que j'entends trop de choses sur la mort de mon mari. Mon mari est parti à Franceville une première fois. Quand c'était la tournée républicaine, il est parti. Il est revenu tranquille, pas de problème. Il est reparti la deuxième fois quand le président est descendu à Franceville. Et quand à Franceville, là-bas,
il s'est confronté à un problème de véhicule. Il n'avait pas de véhicule. Si bien que le travail qu'il était parti faire, c'est vrai, ça a marché à moitié. Il s'est rendu à certains coins où le président est parti et d'autres coins, il ne s'est pas rendu par manque de transport. Il a loué un taxi. Il est parti jusqu'à Ngoni. À Ngoni, le jour du concert, il a assisté jusqu'au matin. Il est revenu sur Franceville. Il devait entretenir les notables de sa circonscription en Baya. Il est allé voir le chef de je ne sais pas comment on appelle ça, le quartier, qui a dit, j'ai même parlé avec ce chef de quartier-là, parce qu'il ne faisait pas quelque chose sans me dire. J'ai parlé avec ce chef de quartier, je lui ai dit ceci, j'ai dit, papa, je ne sais pas, peut-être que j'ai oublié ton visage, mais mon mari, tu sais que c'est un militaire. Montre-lui comment ça se passe. C'est un militaire, il ne connaît pas bien la politique. Montre-lui. Il a dit, maman, reste tranquille. Comme il est venu sous mes pieds, il n'y a pas de problème. Mon mari a reçu le chef de quartier là avec les notables dans notre résidence à la Terre Ronde. Il a fait un petit repas. Il a acheté un peu de boisson. Ça s'est bien terminé. Il m'a appelé, ma femme, ça s'est quand même bien passé. J'ai dit, Dieu merci. Le lendemain, il devait revenir sur Libreville. Quand il est à la gare, il m'appelle. Chérie, je suis à la gare. Pour avoir le billet ici, c'est tout un problème. Heureusement, j'ai rencontré le chef de gare qui m'a trouvé une place. Il m'a mis au VIP. J'ai dit, Dieu merci. C'est Dieu qui marche avec toutes ces choses. Il était en VIP. Mon mari fait le voyage. Il était tranquille. Il était en bonne santé. On a rigolé quand il prenait le train. On a rigolé tranquille. Il n'avait pas un air de détresse. Il n'avait pas un air de celui qui a les problèmes. Il a voyagé jusqu'au lendemain. Quand ils sont à la gare qui est au 27, là, il m'appelle. Nous sommes déjà au 27. J'ai dit, OK, tu es déjà à Libreville. Il dit, oui, c'est presque Libreville. Il arrive à Libreville, il fait venir le chauffeur pour venir le récupérer à la gare. Il rentre à la maison. C'est vrai, il a accusé une petite fatigue, la fatigue du train. Comme tout un chacun sait que notre train, c'est pas aussi confortable. Il a accusé une certaine fatigue. Dans le train, arrivé à la maison, je lui ai dit, repose-toi. Comme les manifestations commencent aujourd'hui, repose-toi un tout petit peu. Il a dit, oui, je vais me reposer. Et mon mari s'est reposé. Il est parti maintenant à l'inauguration des ATR dans l'après-midi, vers 13h. Vers 13h, je dis bien, mon mari ne faisait jamais quelque chose sans me dire. Dès qu'il fait un petit pas, il m'appelle. Et je suis en France ici, il m'a envoyé pour inscrire nos enfants. Le dernier, le garçon a eu le bac. Il est en faculté, je suis venu l'inscrire et lui trouver un logement au niveau d'Amiens, là où il doit se retrouver. Et c'est ce 15 septembre que mon mari devait m'envoyer le billet. J'attendais le billet puisque j'ai fini avec les enfants. Le 15, je devais rentrer. Question un tout petit peu de m'assoupir pendant 10 jours pour rentrer, retrouver mon époux. La journée du 30, jeudi, quand il arrive le 29, c'est le jour de mon anniversaire. Je lui ai dit, oh, mon mari, tu as oublié. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah, ma femme, j'ai complètement oublié. Tu sais que ces choses-là, ça ne me rentre plus dans la tête. J'ai dit, OK, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ma fille, ici en France, elle a fait un petit truc. Elle est partie m'acheter le gâteau, la boisson. On a fêté ici avec les enfants. J'ai appelé mon mari. On se voyait en vidéo. Il a demandé qu'on lui donne aussi un verre de vin, qu'on devait trinquer ensemble. Et il m'a souhaité joyeux anniversaire, ma femme, et que Dieu nous garde toujours. J'ai dit Amen.
On a rigolé, il a rigolé avec les enfants. Son fils lui a même arrangé son téléphone parce que ça avait un petit souci de vidéo. Il était très content. On s'est raccroché. J'ai dit, bon, à tout à l'heure quand tu vas me rappeler. Parce qu'avant de dormir, il me disait toujours au revoir avant de dormir. À 22 heures, il rentre au salon, paraît-il, parce que là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Il rentre au salon. Il se met devant la télé. Il s'assoupit, d'après le dire de mes filles qui sont à Vormbap, avec lui là-bas. Il s'assoupit un peu au salon. Les filles ferment les portes et il le laisse là au salon. Tranquille, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de signe de détresse. Il n'était pas malade. Il n'avait aucun souci. Voilà l'enfant qui lui dit, papa, la faculté, il faut que, j'ai oublié, j'ai sauté un point. Papa, la faculté, avant qu'on ne se raccroche, je dois payer en faculté, on paye 175 € pour toute l'année. Il a dit, ok, demain, je vous envoie l'argent. Parce qu'il fallait aussi payer le courant, l'énergie, il fallait payer EDF. La facture de courant. Il a dit, demain, je vous envoie l'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On s'est séparés. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Mon mari est rentré au salon. Il s'est assoupi devant sa télé. Mais quand il reste devant la télé, les filles rentrent dans leur chambre. Il le laisse là. Alors, jusqu'à ce qu'on m'appelle le matin, parce qu'il ne m'a plus rappelé du tout. Je me suis dit, ah, c'est pas grave. Comme demain, c'est le défilé, certainement, il est en train de préparer le défilé. Il n'y a pas de souci, on va se parler le matin. Alors, j'attendais le coup de fil de mon mari. Au lieu de recevoir le coup de fil que je me suis levé, voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est les pleurs que j'entends au téléphone. Les pleurs de ma petite soeur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, on me dit, voilà, ton gardien vient de m'appeler là, que papa, ça ne va pas. J'ai dit, mais tout de suite, le réflexe que j'ai eu, j'ai dit, mais amenez-le à l'hôpital. Hein? Et il le garde là-bas comment? Sans aucune arrière-pensée que mon mari pouvait se suicider comme on le dit. Parce qu'il ne s'est pas suicidé. Mon mari n'avait aucun problème. Mon mari ne s'est pas suicidé. Je veux qu'on enlève d'abord cette idée-là de leur tête. Mon mari ne s'est pas suicidé. Jamais. Et je connais ma chambre. Je connais le caractère de mon mari. Mon mari, c'était un homme fort. C'était un homme solide. Il n'avait aucun problème. Parce que j'entends, on raconte, oh, il avait le problème d'argent, il avait le problème de ceci. Mon mari n'a jamais eu de problème d'argent. Puisqu'il avait un salaire tous les mois, il avait sa pension tous les mois. Mais enfin, vous voulez que les gens vivent comment? Et sa femme, je suis retraité de finances, on a notre argent, raison de plus, on a envoyé nos enfants en France. Ils sont logés, ils ne commandent pas, ils vivent bien. C'est quel problème d'argent que les gens racontent qu'il avait le problème d'argent? C'est pour cela qu'il s'est suicidé. Mon mari ne s'est jamais suicidé à cause de l'argent. Dieu seul sait tout ce qui s'est passé. Et c'est un militaire. Il a les fusils à la maison. S'il voulait se suicider, il prenait un de ses fusils et il se tapait ça dans la tête, point barre. Les gens racontent trop n'importe quoi. Qu'on laisse l'âme de mon mari se reposer tranquillement. Qu'on le laisse, ils l'ont déjà tué. Je ne sais pas si les bandits sont rentrés dans la nuit parce que les filles ont trouvé la porte ouverte, chose qu'on ne faisait jamais. On ne dormait jamais la porte ouverte. La porte de notre chambre. Quand il rentre, il boucle tout de suite la porte derrière lui. Mais à ma grande surprise, le matin, quand ils ont ouvert la porte, ils me disent qu'ils ont trouvé la porte ouverte. Est-ce que quelqu'un qui se pend par pendaison, qui se suicide, peut accrocher juste une petite cravate autour de son cou et les pieds se reposent par terre avec les genoux fléchis? Il était habillé, il avait son survêt, il avait la montre, il avait sa chaînette tranquille.
Et le linge était sur le lit qu'il était en train d'arranger. Vous voyez? Moi, je ne comprends pas cette affaire de suicide. On fait semblant de faire une petite note qu'on laisse sur notre chevet du lit pour dire c'est son écriture. Ça n'a jamais été l'écriture de mon époux. Ce n'est pas la signature de mon mari. Mon mari ne signe pas comme ça. Vous allez partir à la banque, voir ces relevés bancaires, ces trucs, je ne sais pas comment on dit ça. Vous allez voir que ce n'est pas la même écriture. Cherchez bien la mort de mon mari. Si vous voulez, cherchez tranquillement. Mais enlevez l'idée de dire qu'il s'est pendu, il s'est suicidé. Il ne s'est jamais, je répète bien, jamais suicidé. Qu'on creuse bien. Que la police d'investigation regarde bien. Et ils vont trouver la solution. Mon mari ne s'est pas suicidé. Vous avez vu la corpulence de mon mari? Vous avez vu sa corpulence? Et il peut s'accrocher à une petite pointe qui est soi-disant sur le placard. C'est la pointe là qu'il a accroché la cravate. Et cette cravate-là, est-ce qu'elle était solide ou bien une petite cravate? Il va se la mettre au cou. S'il voit qu'il s'étouffe, que c'est lui qui voulait se suicider, il a enlevé cette cravate-là. Mon mari ne peut pas mourir et laisser ses enfants. Jamais. Il ne pouvait pas mourir et laisser ses enfants. Il aimait trop la vie. Et il m'aimait, moi, sa femme. Il aimait sa femme. Donc, il ne peut pas se suicider et me laisser. On lui fait faire une lettre à la va-vite la nuit que s'il a écrit. Et lui aussi se met à écrire. Je ne sais pas sous quelle menace. Ils lui ont fait faire cette note-là. Cherchez tranquillement la mort de mon mari. Et si vous ne la cherchez pas, laissez, il va se reposer en paix. J'en ai fini. J'en ai terminé. Voilà, donc les points de faire. Hein? Et c'est quand même curieux. En tant que journaliste investigateur, j'ai eu à travailler sur les cas de suicide. Les cas de pendaison, il faut qu'il y ait une certaine hauteur déjà. Il faut que la personne ait accroché un fil solide aussi et se balance pour se laisser pendre. Mais tu ne peux pas être pendu, les pieds touchent le sol. C'est la même chose, je vous disais tout à l'heure. Lui, on dit qu'il s'est suicidé, mais son fils aussi, comme par hasard, c'est lui. Je disais tout à l'heure. Lui aussi, on l'a retrouvé mort. Mais au volant de sa voiture, comme par hasard, qu'il aurait utilisé le fusil, qu'il se serait tiré une balle et que le fusil aurait ensuite atteint le moteur, la balle aurait atteint le moteur et que ça provoquait un incendie. C'est des scénarios grotesques, invraisemblables, dignes des piètres scénaristes. Il y a un véritable problème au Gabon. Et c'est dans ces pays-là que vous demandez à moi, Mourenda, de rentrer là-bas. Je connais comment les gens fonctionnent. Comment ils éliminent les autres. Vous me demandez à moi, dans votre sorcellerie, vous me demandez de rentrer, le pays s'est libéré. Vous avez un problème, vous les Gabonais. Donc, voilà ce qui concerne le sujet. J'ai encore un audio là, je pourrais le diffuser au fur et à mesure, puisque je sais que les gens de l'Igui viendront défendre là. Je mets ça d'abord à côté. Le deuxième sujet concerne le Webcor. Vous avez entendu parler de cette affaire-là. Webcor. Webcor, l'affaire de 70 milliards de francs CFA. Vous vous souvenez, il y a une affaire de 70 milliards de francs CFA. Webcor, c'est une société maltaise. Vous avez entendu parler de cette affaire-là. Vous êtes nombreux d'ailleurs, mais sauf que ce qui me surprend, c'est que les Gabonais n'en parlent pas alors que c'est une affaire très importante. Vous vous souvenez, il y avait un projet sous Toutou Méman. Jean-François Toutou Méman était maire de Libreville. Il s'est coquiné avec Oligui. Vous allez vous demander encore pourquoi un papa comme ça de cet âge-là, qui est au soir de sa vie, va encore s'acoquiner à Oligui. Voilà. Il est parti se mettre du côté d'Oligui pour se protéger. Pourquoi? Parce qu'il est trempé dans l'affaire de Webcor. Le papa Jean-François Toutou Méman, il y avait un projet de construction d'un marché à Libreville. Ils avaient appelé ça le Grand Libreville. Vous vous souvenez, ils avaient toujours leur terme là, Grand Libreville, je sais pas où est Petit Libreville, mais il y avait un projet de construction d'un marché, un grand marché. Hein, c'est vraiment un grand marché. S'il avait vu le jour, ce serait l'un des meilleurs marchés d'Afrique. Donc, ce marché-là était prévu pour être construit sur une superficie de 70 000 mètres carrés. Je vous dis bien, 70 000 mètres carrés sur 4 niveaux. Et on avait prévu donc
2560 étals. 2560 étals, 420 box et 185 boutiques. Et il devait avoir un vaste complexe commercial où devaient être implantées deux grandes surfaces de plus de 900 mètres carrés chacune. Des agences bancaires, une garderie, une salle polyvalente, des restaurants et un poste de police pour assurer la sécurité donc au sein de cet espace commercial. Et on avait appelé ça le grand marché des Libreville qu'on abrégeait GML. Ça avait pour ambition de devenir donc la principale centrale d'achat de la capitale de notre pays, le Gabon. C'était conçu pour être un marché ultra moderne, répondant aux normes internationales. Et la société adjudicataire du marché, c'était la société maltaise Webcor Gabon. Et naturellement, c'est là où entre Jean-François Tutu-Memane, alors maire de Libreville, pour signer la convention. Et cette convention a été signée, si j'ai bonne mémoire, le 12 juin 2010. Parce que j'étais encore journaliste à l'Union, j'ai suivi le fait. Donc le 12 mai 2010, il y a eu la signature de la convention entre la commune de Libreville et la société Webcor. Dans ces marchés conclus le 19 avril 2011. Donc on a retrouvé Jean-François Tutu-Memane au sein de la société. Il était administrateur, en tant qu'administrateur, à titre personnel. C'est quand même bizarre. À titre personnel, on ne vous dit pas qu'il était en tant que maire, mais il était administrateur à titre personnel. Voilà déjà un problème. Et puis, il y a eu donc des malversations, des conflits d'intérêts, parce que tu es maire de Libreville, tu ne peux pas être administrateur dans une société avec laquelle tu viens signer une convention. Ce n'est pas normal. Donc, il y a eu, donc déjà, ça, c'était un mauvais départ. La mafia a commencé là. Et après, il y a eu quelqu'un qui a remarqué ça. C'est Hervé Patrick Opianga. Hervé Patrick Opianga, c'est un citoyen gabonais. Vous connaissez? Hervé Patrick Opianga fait partie des personnes qui ont fait le coup d'État avec Oligui pour que les choses changent. Donc, Hervé Patrick Opianga, en tant que Gabonais jouissant de ses droits, a trouvé que ce n'était pas normal, que c'était des manœuvres mafieuses. Et il a porté plainte en France contre Webcor. Parce qu'il trouve que c'est une manœuvre, il a trouvé que c'était une manœuvre dolosive qui avait été menée par le maire de Libreville à l'époque, Jean-François Tutu-Memane, tous les autres là. Et vous allez retrouver quelqu'un qui va entrer là à l'intérieur. Ça m'amuse un peu. Donc, il y a eu une véritable saga. Et il y a une dame qui va entrer dans la saga. Vous allez la découvrir là. C'est cette dame-là qui fait l'apologie d'Oligui. Cette dame-là, c'est Diane Moussunda. Elle est directrice générale de l'agence judiciaire de l'État. Donc, elle, en tant qu'agent judiciaire de l'État, va entrer dans la mafia pour que l'État gabonais, malgré le fait que la Cour d'appel de Paris a suspendu la décision, a donné raison à l'État gabonais sur la base des éléments déposés par Hervé Patrick Opianga. Donc, cette dame-là, la belle-sœur d'Oligui, va entrer dans la mafia avec un certain Jean-Paul Commanda. Les deux vont entrer pour écrire à la Cour d'appel de Paris pour dire non, malgré ça, on va payer. Et l'État gabonais sort les 70 milliards de francs. Alors qu'on vous donne, c'est une haute trahison, c'est un crime de haute trahison. Ils doivent tous être arrêtés et jugés. Les crimes de haute trahison au Gabon, conformément au code de procédure pénale, sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. On ne rigole pas avec ça. Donc, ils vont se mettre. Donc, le Gabon a sorti quand même 70 milliards pour payer à cette société. Alors que la justice avait déjà donné raison au Gabon. Donc, vous avez raison, mais vous payez encore. Pourquoi vous payez? Parce qu'ils se sont arrangés, probablement, avec les différents acteurs impliqués
pour qu'ils aient leur parti. Et Oligui entre en tant que qui? Si Oligui était un héros cornélien, comme il prétend, Oligui aurait laissé la justice. Puisque le Gabon a eu raison, on ne doit pas payer. Il y a eu la mafia, il y a eu la surfacturation, la concussion, il y a eu tout, la corruption. Donc tout ça, la justice française a trouvé que non, ce n'est pas normal. Donc on a annulé la décision et donné raison au Gabon. Donc, le complice judiciaire de Mme Moussunda a été viré lors du dernier conseil supérieur de la magistrature. Mais on a gardé Mme Moussunda parce que c'est la belle-mère d'Oligui. Vous trouvez ça sérieux? C'est ça votre Gabon qui a changé? Et Jean-François Toutou-Méman est allé voir Oligui pour dire, mon fils, j'ai besoin de ta protection dans l'affaire de Webcom. Oligui a répondu à Toutou-Méman. Il dit, papa, ne t'en fais pas, je vais te protéger. Donc, moi, je suis venu vous dire ça aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Merci d'être passé ce soir au balcon. On se retrouve très prochainement. Dieu le voula. Bonsoir. C'était tout pour ce résumé de la dernière sortie de Jonas Mulenda. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like et de donner vos avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.